Bonjour à toutes et à tous. Je commence par remercier ma collègue Sonia Berbinski de m'avoir convié à participer à distance, malheureusement, à cet atelier dans le cadre du colloque organisé à Bucarest. Je dis malheureusement à distance parce que quand j'ai accepté l'invitation, c'était sans compter avec le nouveau calendrier universitaire que connaît l'Université de Bourgogne et qui fait que pendant que vous avez la possibilité de discuter scientifiquement à Bucarest sur le figement, eh bien, nous sommes en pleine rentrée de master. Conformément à ce que j'ai annoncé comme titre et ce que j'ai indiqué dans le résumé de ma communication, je vais donc aborder le thème suivant: les interactions orales dans la formation en langue de spécialité, place, défis méthodologiques et pistes didactiques. Je vous invite à suivre le déroulement de mon exposé à travers le document que j'ai fait parvenir à Sonia Berbinski et qu'elle a dû vous remettre. Donc j'indiquerai les différentes diapositives que je vais commenter. Je commence tout d'abord par une vue d'ensemble du plan que je vais suivre pour cette communication. Je commencerai tout d'abord par définir la problématique qui est la mienne dans cette communication et les objectifs, non sans avoir contextualisé l'ensemble, puisque cette réflexion est en fait aussi celle d'une partie de mon laboratoire de rattachement à l'Université de Bourgogne, de l'axe discours et langage que je dirige depuis 2 ans, puisque nous avons décidé de travailler dans le cadre de plusieurs projets européens mais aussi nationaux sur la question de la construction des savoirs spécialisés dans l'interaction. La deuxième partie posera justement la question des discours spécialisés, de leur définition et de la place qui leur revient, qui pourrait, qui devrait leur revenir dans les formations supérieures. Et je pense que là, on est au cœur de ce qui vous réunit aujourd'hui à Bucarest, si j'en crois les titres que j'ai lus sur le programme. Et enfin, dans la troisième partie, je recentrerai mon propos sur la question de l'oral et de l'oralité dans cette problématique générale des discours spécialisés et de l'apprentissage des discours spécialisés en langues étrangères, ceci débouchant tout naturellement en quatrième partie sur quelques pistes didactiques, alors que je n'aurai pas le temps d'illustrer, mais que je soumettrai à votre sagacité et à la discussion, même si la discussion sera elle aussi virtuelle, puisque je ne pourrai pas y participer. Je commence donc par une première partie consacrée à cerner la problématique de mon exposé et à en préciser les objectifs. Le point de départ est relativement simple. Je pense qu'il est connu de tous et qu'il est partagé par une majorité d'entre nous, quel que soit le cadre institutionnel dans lequel nous exerçons. Il s'agit de la professionnalisation des enseignements du supérieur, y compris à l'université. Alors je dis y compris à l'université, puisque le système d'enseignement supérieur français avait depuis longtemps engrangé la direction de la professionnalisation à travers les sections de BTS par exemple, mais ceux-ci sont localisés dans les lycées et pas à l'université, puis à travers les IUT, les instituts universitaires de technologie, mais qui restaient des composantes, j'allais dire, un petit peu à part des universités, alors qu'aujourd'hui la professionnalisation touche le cœur de cible des universités à travers des licences professionnelles, à travers des masters professionnels, à travers la formation en alternance, qui en tout cas en France est arrivée au niveau master. Nous-mêmes à Dijon proposons 3 masters de langue en alternance, donc où les étudiants linguistes travaillent à peu près 3 semaines par mois dans une entreprise avec un contrat de professionnalisation. Et puis cette professionnalisation, on la retrouve aussi en France à travers la création récente des CFA du supérieur, donc les centres de formation des apprentis, mais au niveau supérieur. Alors cette professionnalisation a de facto conduit à l'émergence de nouveaux besoins en langue, en compétences linguistiques pour les étudiants, compétences qui touchent aussi bien la langue de communication générale, qui était, je pense, être le cœur de cible
de l'enseignement des langues dans le supérieur français pendant très longtemps, mais aussi de nouveaux besoins en termes de communication spécialisée. Et j'insiste dès maintenant, parce que je vais y revenir au fil de la démonstration, sur ce terme de communication spécialisée. Tout à l'heure, je citerai un collègue, un chercheur allemand, Klaus Schubert, qui parle de Specialized Communication Studies, et qu'il présente, et je le suis tout à fait sur cette voie, comme étant la nouvelle forme que devraient prendre les travaux sur les langues de spécialité, ou ce qu'on a longtemps appelé les langues de spécialité. Cette professionnalisation a également, je passe à la diapositive numéro 4, a également amené de nouveaux publics à éprouver ses besoins de formation en langue. Naturellement, les étudiants en langue de type langues étrangères appliquées, et l'on sait le rôle que jouent les instituts de langues étrangères, de langues modernes appliquées roumains dans le mouvement international des LEA, mais aussi ce qu'on appelle en France des étudiants de type LANSAD, c'est-à-dire langue pour spécialistes d'autres disciplines, c'est-à-dire des étudiants qui ne sont pas linguistes, qui ne sont pas en LEA, mais qui ont besoin d'une formation poussée en langue étrangère, qui soit indexée sur leur discipline de spécialisation et qui soit également indexée sur leurs futurs besoins professionnels. Et puis, les nouveaux publics, ce sont aussi les professionnels en formation continue, qui s'adressent de plus en plus aux universités, aux services de formation continue des universités, pour leur demander de mettre au point des formations souvent à la carte, en langue, pour répondre à des besoins très spécifiques, liés à une situation, liés à une entreprise, liés à un domaine d'activité. Alors, cette professionnalisation et ces nouveaux publics et ces nouveaux besoins conduisent, me semble-t-il, les chercheurs et les linguistes à reposer la question de comment approcher les traditionnelles langues de spécialité dans le cadre de ce nouveau contexte. Une question qui touche à la fois à la définition même de ce que l'on va considérer comme langue de spécialité, qui va toucher à leur conception et qui va toucher à leur place dans les processus d'apprentissage. Alors, de ce point de vue, je soulignerai, vous le voyez sur la diapositive, deux approches. L'approche que je qualifie de mon côté d'intégrative, c'est-à-dire qui aborde le discours spécialisé, la communication spécialisée de façon holistique, de façon globale, et non pas, si je puis dire, par le petit bout linguistique ou micro-linguistique de la lorgnette. Et puis également la prise en compte, ou plutôt le positionnement de ces travaux à l'interface entre linguistique, sciences cognitives, construction des savoirs, et sciences de l'information et de la communication. Donc ce que Schubert, dans son article de 2011, subsume sous cette nouvelle appellation, et derrière la nouvelle appellation se cache bien sûr pour lui une nouvelle discipline, que seraient les Specialized Communication Studies, regroupant linguistes, spécialistes d'infocom, spécialistes de sciences cognitives, et bien sûr, selon le domaine de spécialité, les professionnels afférents. C'est donc des éléments de réponse à ces différentes questions que je vais essayer d'apporter maintenant, en commençant, vous le voyez sur la diapositive numéro 5, par revenir sur l'épineuse question des discours spécialisés dans les formations supérieures. Je défendrai ici une thèse que vous pourrez discuter après coup, qui est celle d'une contextualisation ou d'une intégration de plus en plus importante des travaux sur les discours spécialisés en langue étrangère. Et je vais décliner cette thèse, et donc cette hypothèse de la contextualisation, de l'intégration plus importante, à différents niveaux, en commençant, vous le voyez, en A, par le niveau des formations. Au niveau des formations, cette intégration grandissante, galopante, est tout d'abord marquée à travers l'intégration de ces formations linguistiques à des filières non
linguistiques. Et en parlant de filière non linguistique, je mets naturellement à part les langues étrangères appliquées et les formations de traduction-interprétation, dont la base reste nolens-volens linguistique. C'est le cas, j'y faisais allusion à l'introduction du LANSAD, donc l'enseignement des langues pour spécialistes d'autres disciplines. C'est le cas naturellement des programmes en économie, en business, en management. Et on a là de nouveaux cœurs de cible auxquels on ne peut de toute évidence plus répondre avec les positions traditionnelles en la matière. Cet élargissement de l'offre de formation, il se lie également, me semble-t-il, au niveau de la mise en œuvre de la langue étrangère dans l'enseignement lui-même. Alors, ceci se pratique beaucoup plus naturellement pour l'anglais, langue étrangère, que pour les autres langues, mais rien n'empêche de le faire. J'ai cité deux exemples, deux instantiations possibles de cette mise en œuvre sur la diapositive. C'est donc ce qu'on appelle WAC, Writing Across Curriculum, et Writing in the Discipline, qui sont donc des cours de travail sur l'expression écrite, en langue étrangère, mais dans les matières disciplinaires, donc en dehors du cours d'anglais proprement dit, ou du cours de français, ou du cours d'allemand, ou de quelque langue que ce soit, et puis bien sûr les CLIL, c'est-à-dire les cours disciplinaires dispensés dans une langue étrangère. Encore une fois, c'est le plus souvent l'anglais, mais rien n'empêche de le faire pour d'autres langues. Diapositive numéro 6, l'intégration se fait également au niveau de la conception même de l'objet d'étude et on entre là dans le cœur de cible de ce qui nous préoccupe, à savoir les sciences du langage. Tout d'abord, à travers le dépassement, désormais bien connu, de la perspective purement terminologique et lexicale des langues de spécialité. Dépassement qui se fait à travers l'intégration des différents niveaux de la description linguistique. C'est un processus qui est relativement bien connu, je pense, qui est en tout cas très bien documenté dans la recherche sur les langues de spécialité. Après le tout terminologique de l'époque wüsterienne, eh bien, les travaux sur les langues de spécialité ont suivi l'évolution de la linguistique pour intégrer des préoccupations syntaxiques, sémantiques, pragmatiques et aujourd'hui textuelles. Et je dirais que le texte et le discours sont ou devraient être les entrées non seulement privilégiées, mais quasi uniques dans la problématique des langues de spécialité. Et cette intégration se traduit également à travers l'inscription que l'on reconnaît aujourd'hui des productions langagières spécialisées dans un contexte spécialisé, au niveau pragmatique, dans une situation de communication qui est elle-même spécialisée. Et c'est certainement là que le changement de paradigme se donne à lire de la façon la plus évidente, puisque on va entrer dans le discours spécialisé non plus par la langue, c'est-à-dire par la terminologie, mais par la spécialité elle-même, pour voir ensuite comment la spécialité se construit en partie, à côté de praxis professionnelles, à travers des discours qui lui sont propres. Cette intégration progressive de nouvelles perspectives a débouché, diapositive numéro 7, sur une reconceptualisation de l'objet qui est, me semble-t-il, bien connu, en tout cas dans la sphère francophone, depuis l'ouvrage séminal de Pierre Lerat de 1995, où Lerat, au terme d'une démonstration très très rigoureuse, montre qu'il n'y a rien de spécialisé dans la langue, mais que c'est la langue utilisée dans la spécialité, d'où les deux définitions auxquelles il arrive et que j'ai reproduites parce qu'elles sont aujourd'hui devenues un petit peu la vulgate sur la question. Tout d'abord, je lis avec vous, la langue spécialisée est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées. Et puis, les langues de spécialité, les langues spécialisées, ont une syntaxe qui est tout à fait celle des langues de référence, mais avec des prédilections en matière d'énonciation et des phraséologies professionnelles.
Les implications pour le chercheur en sciences du langage sont bien connues. On va avoir une définition non pas qualitative des langues de spécialité, mais quantitative à travers la récurrence d'un certain nombre de phénomènes qui sont nettement moins prototypiques dans les situations de communication non spécialisée ou dans les situations de communication intermédiaire. On le verra tout à l'heure. Cette intégration, donc, que j'ai déjà développée au niveau des formations, puis au niveau de la conceptualisation de l'objet lui-même, elle se retrouve au niveau de l'approche qui est prônée aujourd'hui pour les discours spécialisés, approche par la spécialité. Et je crois que c'est là un changement de paradigme actuel tout aussi important qu'a été celui de Lerat en 1995 lorsqu'il a proposé de passer des langues de spécialité aux langues spécialisées, que de chercher à tout d'abord définir le domaine de spécialité auquel on s'intéresse pour voir ensuite sur la base de quel discours il se construit. Et c'est tout le sens du travail de portée plutôt épistémologique qui est celui du linguiste français Michel Petit, qui est un linguiste angliciste, spécialiste d'anglais de spécialité, et qui définit, vous le voyez sur la diapositive suivante, le spécialisé comme tout secteur de la société constitué autour et en vue de l'exercice d'une activité principale qui, par sa nature, sa finalité et ses modalités particulières, ainsi que par les compétences particulières qu'elle met en jeu chez ses acteurs, définit la place reconnaissable de ce secteur au sein de la société et d'un ensemble de ses autres secteurs et détermine sa composition et son organisation spécifique. Cette définition, pour autant complexe qu'elle soit, pose vraiment toutes les questions que l'on devrait se poser au moment de débuter une recherche sur les discours spécialisés et, a fortiori, de construire une progression didactique en la matière. Se spécialiser, c'est la diapositive numéro 9, il existe sous 3 formes et les enjeux de ces 3 formes sont fondamentalement différents. Il y a naturellement le spécialisé académique. Les termes sont toujours ceux de Michel Petit. Le spécialisé académique, c'est-à-dire le discours de la recherche sur les spécialités, qui, quand on regarde l'histoire de la recherche sur les discours spécialisés, a souvent été confondu avec le discours spécialisé lui-même. Je renvoie par exemple aux sciences exactes, où pendant très longtemps, et encore un petit peu à l'heure actuelle, le document de travail essentiel est le research paper, est l'article de recherche, comme représentant prototypique, ou censé être prototypique, de l'anglais scientifique. Lorsque l'on réfléchit au cas de l'économie, on se heurte à des problèmes tout aussi importants. Finalement, quels sont les textes constitutifs de la spécialité économie auxquels confrontaient les étudiants? Si je me base sur la pratique française, on se réfugie très souvent derrière le pis-aller que sont les articles de presse, mais un article de presse n'est pas un texte économique professionnel. Le cœur de cible du spécialisé ainsi reconfiguré, c'est en effet le spécialisé professionnel, c'est-à-dire celui à travers lequel la spécialité se construit. Et c'est précisément dans ce spécialisé professionnel que les interactions orales sur lesquelles je vais m'appesantir dans la partie 3 eh bien, sont souvent passées sous silence parce que posant un certain nombre de problèmes méthodologiques. Et puis, il y a également ce que Michel Petit appelle, faute d'un terme plus adéquat, le spécialisé du 3e type, c'est-à-dire la communication spécialisée, mais hors de la spécialité. Si je prends un exemple très prosaïque et banal, toute conversation entre amateurs de jardinage ou d'horticulture en dehors du monde du jardinage et de l'horticulture. Alors, par rapport à cette tripartition, arrêtons-nous sur le spécialisé professionnel et, à partir de la diapositive numéro 10, intéressons-nous plus spécifiquement au rôle de l'oral et à l'approche de l'oral, des interactions orales dans le spécialisé professionnel.
on se heurte en effet à un paradoxe assez surprenant entre d'une part la place des interactions orales dans le discours spécialisé professionnel, place qui est reconnue par tous comme prépondérante. Je vais citer deux exemples issus de projets qui viennent de se terminer ou en cours dans notre laboratoire. Un projet autour de la langue du vin. Finalement, la langue du vin n'existe pratiquement ou n'existe prioritairement qu'à l'oral, à travers la situation de dégustation, de commentaires et d'analyse sensorielle, ou le domaine du tourisme, autre projet que nous avons actuellement en cours dans le cadre d'un contrat européen. Les interactions dans le domaine touristique se font essentiellement à l'oral, et il n'est pas aussi simple que ça de déterminer finalement les types de textes représentatifs du discours touristique oral. Donc d'un côté, il y a cette place prépondérante qui est reconnue par quasiment tous les chercheurs, et d'un autre côté, le constat, somme toute attristant, qu'il s'agit là du parent pauvre de la recherche sur les discours spécialisés. Je renvoie à un article assez récent, rédigé en allemand, mais qui s'applique aussi à d'autres langues, qui montre que finalement, les corpus analysés en discours de spécialité sont essentiellement des corpus écrits. Et quand il y a des études existantes, vous le voyez sur la diapositive numéro 11, ce sont essentiellement des études d'inspiration conversationnelle, c'est-à-dire qui ne sont pas menées pour l'approche des discours spécialisés, mais comme mise en œuvre, comme instantiation particulière de l'analyse conversationnelle. Alors, le volume de Bowles et Seedhouse 2007, réédité en 2009 chez Peter Lang, propose un panorama méthodologique assez complet des relations entre les deux, mais on connaît essentiellement comme étude de cas l'analyse forensique et la jury linguistique qui analyse les interactions devant les tribunaux, l'analyse des interactions médecin-patient dans le domaine médical, et puis en France, le réseau Langage et Travail, animé par Boutet et Frenkel en particulier, qui a donné lieu à plusieurs publications, mais qui abordait aussi cette question d'un point de vue essentiellement sociolinguistique. Une raison à cela semble évidente, diapositive numéro 12, c'est la difficulté d'accès finalement à l'oral. Alors j'ai intitulé cette diapositive « Il y a oral et oral », puisqu'il y a un risque de confusion, y compris chez certains professionnels des industries de la langue, entre le niveau du médium, c'est-à-dire quelque chose qui est diffusé par le canal sonore, et le niveau de la conception, c'est-à-dire s'agit-il de la mise en œuvre d'un code propre à l'oral ou s'agit-il d'écrits oralisés? C'est une distinction qui a été introduite il y a maintenant très longtemps par Zoll et qui a été reprise par deux romanistes allemands, Koch et Österreicher, et largement développée pour les langues romanes, essentiellement, il faut le reconnaître, pour l'espagnol et le portugais. Mais il montre bien, à travers le petit schéma que j'ai repris ici, et qui est en allemand dans leur ouvrage, on a des intersections en fait entre quatre extrémités. Le conceptionnel parlé, mais au niveau du médium graphique, le conceptionnel parlé qui est vraiment oral, et la même chose pour le conceptionnel écrit. Et cela signifie, diapositive numéro 13, que le challenge pour le linguiste et le formateur, eh bien, c'est d'analyser les interactions orales en les replaçant le long d'un continuum qui va d'une communication de proximité, et qui est vraiment le type de communication prototypique de l'oral, à une communication distante qui est plutôt prototypique de l'écrit. Et pour arriver à, j'allais dire, faire le profil communicationnel d'une interaction ou d'un domaine de spécialité, les paramètres définis par Koch et Österreicher me semblent particulièrement pertinents. En tout cas, c'est ceux que nous avons utilisés pour le projet sur le vin, et cela a donné des résultats tout à fait intéressants. Alors je les ai listés ici, je ne pourrai bien sûr pas les commenter un par un dans les 5 minutes qu'il me reste, mais je les cite brièvement. Donc le caractère public ou privé de l'interaction, ensuite le degré de familiarité
des interlocuteurs, et là par exemple c'est quelque chose qui est fondamental dans le domaine touristique, la part laissée aux émotions, et on se rend compte combien cela a pu être important dans le domaine du vin, où on a un déclencheur extra-linguistique qui est quand même essentiellement lié à la perception émotive. Diapositive 14, l'intégration de l'action et de la situation, la construction de la référence dans l'interaction et par l'interaction, la proximité physique entre les interlocuteurs, la coopération entre les interlocuteurs, la dialogicité, est-elle limitée ou illimitée, la spontanéité et le choix de l'objet de discours. Alors, lorsque l'on s'arrête, encore une fois, je ne peux pas le faire ici, mais lorsque l'on s'arrête sur chacun de ces critères par rapport à un domaine de spécialité ou une situation plus particulière, eh bien, on voit que l'idéal serait de faire porter les choix didactiques sur le pôle communication de proximité, proximité communicationnelle et médium oral. Et là, on sera au cœur de cible de ce que devrait être la formation à un discours oral de spécialité en langue étrangère. Alors, pour les 3 diapositives qu'il me reste, je vais essayer de tracer quelques pistes, de dessiner quelques enjeux didactiques qui me semblent se dégager naturellement de l'argumentation que j'ai développée précédemment. Tout d'abord, le point de départ est situationnel. Le point de départ est dans la situation, c'est-à-dire quelles sont les situations de communication constitutives des praxis de la spécialité concernée. Et alors, si c'est difficile, même pour des domaines comme le vin ou le tourisme, ça l'est encore plus dans un domaine comme finalement l'économie. Quelles sont les situations orales constitutives du champ économique ? Et cette question ne peut recevoir de réponse satisfaisante qu'à travers une description extra-linguistique, c'est-à-dire contextuelle, de ces situations en prenant en compte tous les paramètres. On cherchera ensuite à passer de ces situations de communication spécialisées au type d'interaction qui les constitue, à travers une approche plutôt de type bottom-up pour éviter tous les a priori du chercheur, et tout ce travail ne peut naturellement se faire qu'en interaction intelligente avec les professionnels du champ, qui sont eux les connaisseurs de la spécialité. Et je propose sur cette diapositive un modèle à 4 niveaux, alors que j'ai développé au départ pour les discours écrits, et dont je ne prétends absolument pas qu'il soit directement transférable à 100% pour l'oral. En tout cas, une approche bottom-up et top-down pour ce qui est des niveaux, en partant des actes de langage, en descendant ensuite au niveau des contenus propositionnels, pour finir par les aspects formulaires et proprement langagiers, proprement stylistiques. On voit bien là le renversement de perspective par rapport aux entrées traditionnelles qui partaient de la langue pour essayer ensuite de faire un pont plus ou moins artificiel vers la spécialité. Concrètement, le travail ne peut se faire que sur la base d'enregistrement et de transcription des types d'interactions qui ont été identifiées, les interactions situées qu'on a définies précédemment, avec, me semble-t-il, une nécessaire adaptation des standards de l'analyse conversationnelle, d'une part pour une raison de temps, parce que les standards de l'analyse conversationnelle sont très sophistiqués, mais aussi très chronophages, et ensuite pour une raison pratique, c'est que dans l'optique qui est la mienne des discours spécialisés, un certain nombre de paramètres pertinents pour l'analyse conversationnelle ne sont pas forcément pertinents pour l'analyse des discours spécialisés. Ensuite, une analyse linguistique à des fins didactiques, avec 2 écueils majeurs à éviter, ou en tout cas 2 questions à soulever. Celle de la représentativité des corpus. À partir de quand peut-on considérer que le nombre d'enregistrements est suffisant pour décrire toute la situation que l'on a définie, et puis également le degré de généralisation possible des résultats. Ces analyses devant déboucher sur une implémentation didactique, alors bien sûr au niveau linguistique strict, mais pas seulement, et je dirais que le niveau linguistique strict devrait être le output final, parce qu'avant, l'implémentation didactique doit se faire au niveau communicationnel situé,
en revenant sur des stratégies comme le CLIL que j'évoquais tout à l'heure, les simulations et les immersions professionnelles. Et je dirais que la boucle est bouclée puisque l'on retombe là sur mon point de départ qui était celui de la professionnalisation et des nouvelles formes de professionnalisation que connaît l'université. Je vous remercie d'avoir écouté cette conférence à distance et mon adresse email apparaît sur la dernière diapositive et sur le document que vous avez reçu. Je serai ravi de poursuivre la discussion et la coopération avec vous à distance. Bonne fin de colloque. Merci.